il y avait des prostituées russes et ukrainiennes à côté des Champs-Élysées 3 semaines après la chute du mur de Berlin. Pas 3 mois. Pas 3 ans. 3 semaines. Et pendant ce temps-là, il a fallu 3 ans aux forces de police françaises pour établir le moindre contact officiel avec leurs homologues de l'Est afin de lutter contre ce trafic. 3 semaines contre 3 ans. C'est dans cet écart vertigineux que tout commence. C'est dans cet écart que vit, prospère et s'étend, depuis maintenant plus de 30 ans, ce qu'il faut appeler par son vrai nom, la mondialisation criminelle. Avant d'aller plus loin, il faut poser les mots justes. Pas des consommateurs, ce mot-là, on le réserve aux carambars, aux sodas, aux petits plaisirs du quotidien. On parle de toxicomanes. Pas des réseaux, un réseau, c'est horizontal, c'est plat, comme les agences d'une banque ou les gares d'une compagnie ferroviaire. Ce à quoi on a affaire, ce sont des bandes, des gangs, des sociétés criminelles, verticales, pyramidales, hiérarchisées avec une rigueur que beaucoup d'entreprises légales pourraient leur envier. Nommer les choses correctement, c'est la première condition pour comprendre ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement est d'une ampleur que la plupart des gens n'ont pas encore pleinement mesurée. La mondialisation a une histoire. La première vague remonte au début du XXe siècle, entre 1900 et 1914. Elle s'est terminée dans une guerre mondiale d'une brutalité sans précédent. La deuxième vague commence dans les années 90. Elle ouvre des frontières, crée des routes maritimes, ferroviaires et aériennes, connecte des continents entiers à une vitesse que personne n'avait anticipée. Et dans ce grand mouvement d'ouverture, quelque chose s'est glissé que personne ne voulait voir, le crime a été le premier à profiter de la mondialisation. Le premier, et de loin le plus efficace. La raison est simple. Quand vous respectez les lois, vous remplissez des formulaires, vous affrontez des bureaucraties, vous attendez des autorisations, vous négociez des traités, vous formez des policiers, vous établissez des protocoles. Quand vous ne respectez aucune règle, vous avancez à la vitesse de la décision. 3 semaines suffisent pour organiser un trafic d'êtres humains à Paris. 3 ans ne suffisent pas pour que 2 polices puissent se parler. C'est mathématique. C'est brutal. Et c'est la réalité de notre époque. Ce que la mondialisation criminelle a rendu possible touche à tous les domaines de l'illicite simultanément. Le trafic d'êtres humains, qu'il s'agisse de femmes adultes, de mineurs ou d'enfants. Le trafic de stupéfiants. Le trafic d'armes. Le trafic d'œuvres d'art volées. La contrefaçon est là, ne souriez pas, parce que la contrefaçon de pièces détachées automobiles peut faire lâcher vos freins à 150 km/h. Et les cigarettes contrefaites, elles, sont en moyenne 8 fois plus cancérogènes que les cigarettes légales, déjà loin d'être inoffensives. Tout circule. Tout s'échange. Tout se vend. Et les seuls qui en ont tiré un bénéfice total, absolu, sans contrepartie, ce sont les criminels. Revenons à ce moment précis, la première semaine de décembre 1989. Le mur de Berlin vient de tomber. Le monde retient son souffle. Et dans les rues autour des Champs-Élysées, les premières prostituées venues de Russie et d'Ukraine sont déjà là. Quelqu'un, quelque part, avait anticipé. Quelqu'un avait des connexions, des routes, des hommes de confiance. Quelqu'un avait compris, avant les gouvernements, avant les polices, avant les journalistes, ce que l'ouverture des frontières allait rendre possible. Et ce quelqu'un n'était pas un entrepreneur honnête. La question que l'on pose souvent est celle-ci, ces organisations criminelles restent-elles étrangères à l'Europe, ou se sont-elles définitivement implantées sur le sol européen? La réponse passe par un phénomène que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face, la migration illicite et la constitution de diaspora. Le raisonnement est froid, mécanique, mais parfaitement logique. Si vous souhaitez commettre des crimes que vous commettez dans votre pays d'origine, mais que vous arrivez dans un endroit où personne ne vous ressemble, où il n'existe aucune communauté qui partage votre langue, vos codes, vos habitudes, votre implantation sera lente, difficile, peut-être impossible. Mais si vous trouvez sur place une diaspora, un réseau humain préexistant, des familles installées depuis des générations, alors tout devient infiniment plus simple. Des cambrioleurs venus de Mongolie extérieure ont été arrêtés en France. Pensez à la distance. Pensez au fait qu'ils avaient quand même trouvé le chemin. Et pensez à ce mécanisme de contrainte particulièrement pervers, des bandits albanais arrêtés en région parisienne ont déclaré aux policiers qu'ils ne pouvaient rien dire, parce que leur famille était restée au village, et que parler signifiait condamner leurs proches à mort. La pression n'est pas exercée sur le criminel lui-même. Elle est exercée sur ceux qui l'aiment, ceux qui sont à des milliers de kilomètres, ceux qui n'ont rien fait. C'est un levier d'une efficacité redoutable.
Mais attention, et c'est un point que l'on ne souligne jamais assez, aucune population n'est entièrement criminelle. Dans la province de Palerme, entre la ville et sa périphérie, vivent 1 200 000 habitants. Parmi eux, il y a sans doute pas plus de 3 000 mafieux. La grande majorité des Palermitains sont des gens ordinaires, honnêtes, qui élèvent leurs enfants et traversent dans les clous. Pourtant, la présence d'une société criminelle enracinée dans ce territoire a des conséquences sur tout le tissu social, sur l'économie, sur la politique, sur la justice. L'enracinement, c'est le mot-clé. La seule cellule de Cosa Nostra jamais découverte en France en dehors de la Sicile se trouvait à Grenoble. Pourquoi Grenoble? Parce qu'à la fin du XIXe siècle, une forte migration sicilienne s'est fixée dans cette région. Un premier arrivant avait trouvé que c'était bien. Il avait appelé son cousin. Le cousin avait appelé le sien. Et ainsi de suite, jusqu'à former une communauté de 10 000, peut-être 15 000 Siciliens. Parmi eux, certains ont mal tourné. Cela a donné naissance dans les années 80 à ce qu'on appelait alors les Italo-Grenoblois, et plus tard à cette cellule de Cosa Nostra, la Cosca, du nom de la fleur d'artichaut dont toutes les feuilles se replient vers l'intérieur, image parfaite d'une famille fermée sur elle-même, imperméable au regard extérieur. Un seul endroit en France. Une seule communauté d'origine. Un lien direct, documenté, implacable. Voilà pour la géographie du crime. Mais il y a une autre évolution, plus silencieuse, plus insidieuse, qui touche non plus les marges de la société mais son centre. Le profil du toxicomane a radicalement changé. Pendant longtemps, la figure du drogué était celle du marginal, quelqu'un qui avait décroché, qui tournait en rond, qui commençait par une piqûre d'héroïne, finissait sous méthadone ou sous Subutex, restait des heures immobile à regarder le sol, agressait parfois une personne âgée pour se payer sa dose. Une figure de la déchéance, visible, identifiable, socialement rejetée. Cette figure existe toujours. Mais elle n'est plus la seule. Aujourd'hui, il faut parler de 3 catégories distinctes. La première, ce sont les marginaux, ceux que l'on vient de décrire. La deuxième, ce sont les usagers des drogues de boîte de nuit, des produits chimiques, souvent des médicaments détournés de leur usage médical, parfois même des produits issus de la médecine vétérinaire. La kétamine, par exemple anesthésique pour animaux à l'origine, vendue aujourd'hui sous forme de poudre dans les clubs. L'ecstasy, le MDMA, les méthamphétamines, les amphétamines, des molécules conçues dans des laboratoires pharmaceutiques, abandonnées parce qu'elles étaient trop dangereuses pour un usage médical, et recyclées par les trafiquants pour alimenter un marché de masse. Et puis il y a la troisième catégorie. Celle dont on parle le moins. Celle qui devrait peut-être nous inquiéter le plus. Des gens qui se droguent pour tenir le coup. Des cuisiniers de restaurants qui vivent 2 heures d'intensité absolue pendant le coup de feu du service, et rien d'autre le reste de la journée. Des marins-pêcheurs qui passent des semaines en mer dans le froid, l'épuisement, l'isolement. Des travailleurs de toutes sortes qui, à tort ou à raison, pensent que la chimie peut compenser ce que le corps ne donne plus naturellement. Ces gens-là ne cherchent pas à faire la fête. Ils cherchent à survivre à leur propre vie professionnelle. Et la drogue leur est présentée comme une solution. Elle n'en est pas une. Elle ne fait que repousser une échéance qui, elle, ne recule jamais. Il y a une contre-vérité que l'on entend trop souvent, et qu'il faut démolir clairement, l'idée que les drogues sont dangereuses parce qu'elles sont interdites, et que les légaliser résoudrait le problème. C'est exactement l'inverse. Les drogues sont interdites parce qu'elles sont dangereuses. Et les chiffres médicaux le confirment avec une brutalité qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Pour les personnes de moins de 55 ans, l'usage de cocaïne double le risque d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque ou d'infarctus du myocarde par rapport à la population générale. Double. Mais si l'on passe aux drogues chimiques et ecstasy, MDMA, méthamphétamine, amphétamine, ce risque est triplé. Triplé. Imaginez quelqu'un sur une piste de danse, dans un bar, dans sa chambre après une soirée. Quelqu'un qui a pris une pilule, peut-être 2, pour danser jusqu'au bout de la nuit ou se désinhiber. Et qui soudainement s'effondre. Début d'infarctus. Début d'AVC. Danger de mort immédiat. Ce qui se passe ensuite est encore plus terrifiant. Pour le soigner, les médecins doivent l'anesthésier. Or l'anesthésie est elle-même une substance chimique proche de celle qu'il a consommée. La novocaïne utilisée chez le dentiste pour insensibiliser une dent est une forme liquide de cocaïne. Si l'on administre un anesthésiant à quelqu'un dont le corps est déjà saturé de drogues similaires, on risque de potentialiser les effets, d'aggraver la crise, de le tuer. Il faut donc attendre.
Attendre que la drogue s'élimine naturellement du corps. Cela prend 8 heures. Et au bout de 8 heures, ce que l'on trouve trop souvent, c'est un patient dans un état végétatif irréversible. Ou un cadavre. Voilà ce que signifie concrètement, médicalement, humainement, prendre une pilule dans une boîte de nuit. À cela s'ajoute un problème de détection que les autorités n'ont toujours pas résolu. Quand quelqu'un conduit sous l'emprise de l'alcool, un simple éthylotest suffit à mesurer son taux d'alcoolémie. La loi est claire, l'outil existe, la sanction est possible. Mais pour le cannabis, il n'existe à ce jour aucun équivalent fiable. La substance psychoactive du cannabis, le tétrahydrocannabinol, le THC, ne se mesure pas dans le sang de façon à permettre à un policier de dire avec certitude « Vous avez telle quantité dans le corps, vous ne pouvez pas conduire ». Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de seuil légal mesurable en temps réel. Et il n'y a pas de produit de substitution ou d'antidote. Et ce n'est pas tout. Le cannabis sauvage, dans la nature, la plante Cannabis sativa à l'état originel, contient environ 3% de THC. Comparez cela à une bière ordinaire qui titre 5 degrés d'alcool. Mais par manipulation génétique, par sélection et modification des variétés cultivées, on produit aujourd'hui des formes de cannabis qui atteignent 60 à 80% de THC. 60 à 80%. C'est la différence entre une bière de comptoir et l'alcool de grand-père distillé dans la cave à 60 ou 70 degrés. Conduire une voiture dans un cas ou dans l'autre n'a strictement rien à voir. Et pourtant, personne ne sait ce qu'ils consomment réellement, parce que les drogues ne sont pas vendues dans des emballages qui en indiquent la composition, le dosage, la concentration. Quand vous tirez sur un joint, vous ignorez si vous allez vivre un rêve de 15 minutes ou être assommé pour 8 heures. Et si entre-temps vous avez pris le volant, les conséquences peuvent être définitives. Tous les pays qui ont libéralisé ou dépénalisé l'usage dit récréatif des drogues s'en mordent aujourd'hui les doigts sur le plan médical. L'argument avancé par les partisans de la dépénalisation était séduisant, si l'on vend légalement ces substances, on peut les taxer, en tirer des recettes fiscales, financer des services publics. Sauf que dans le même temps, les accidents de la route liés au cannabis explosent. Les hospitalisations d'urgence se multiplient. Et les coûts médicaux, sociaux, humains risquent fort de dépasser, et de loin, les bénéfices fiscaux que l'on espérait en tirer. Le pot d'or au bout du chemin n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et ceux qui l'ont promis sont partis avec l'argent. Il existe une autre dimension de cette réalité que l'on préfère souvent ne pas regarder en face, parce qu'elle concerne non pas les marges de la société, mais ses sommets. Les affaires qui ont éclaté autour de Jeffrey Epstein ont mis en lumière quelque chose que beaucoup voulaient croire exceptionnel, inédit, propre à notre époque de dérèglement. Ce n'est pas le cas. Hollywood, dans les années 20 et 30, du temps même du cinéma muet, était déjà une société orgiaque où les jeunes femmes qui tentaient de parler étaient réduites au silence de façon impitoyable, où la mafia avait ses entrées, où l'argent et le pouvoir achetaient l'impunité absolue. Ce n'est pas une nouveauté. C'est une constante de l'histoire humaine. Philippe de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, vivait 6 ou 7 siècles avant Jésus-Christ. Il a laissé à la postérité une formule qui résume tout, là où une armée passe mal, un âne chargé d'or se faufile très bien. Il parlait de corruption, de séduction, de la façon dont l'argent ouvre les portes que la force ne peut pas forcer. 26 siècles plus tard, rien n'a changé dans la mécanique fondamentale. Ce qui change, c'est l'échelle, la vitesse, la sophistication des moyens. Jeffrey Epstein a été reçu 17 fois à la Maison-Blanche sous la présidence de Bill Clinton. 17 fois, consignés dans des procès-verbaux officiels, des pièces de justice vérifiables, des documents qui ne relèvent d'aucune théorie du complot mais de faits établis et documentés. Personne n'est reçu 17 fois à la Maison-Blanche par le président des États-Unis pour des raisons anodines. Et pourtant, malgré ce que l'on savait de ces pratiques avec des jeunes filles mineures, malgré les signaux d'alarme qui existaient depuis des années, les enquêtes avançaient lentement, les policiers regardaient à 2 fois avant d'agir, les hiérarchies se taisaient. Pas nécessairement parce qu'elles étaient menacées. Mais parce que la lâcheté est souvent plus efficace que la menace. Si je ferme les yeux, il ne m'arrivera rien. Si je parle, je ne sais pas ce qui peut tomber sur moi. L'article 40 du Code de procédure pénale français existe précisément pour contrer ce réflexe. Il dispose que toute personne responsable, fonctionnaire, policier, magistrat, chef d'entreprise qui a connaissance d'un crime en cours et qui n'en informe pas immédiatement le procureur de la République peut être poursuivi comme complice si l'affaire est ultérieurement découverte. C'est un filet légal, imparfait, mais réel.
Il crée une obligation légale là où la conscience morale ne suffit pas. Mais cet article ne s'applique pas aux journalistes. Il ne s'applique pas à tous ceux qui gravitent autour du pouvoir, qui bénéficient de ses faveurs, qui sont invités à ses fêtes. Et c'est là que le silence s'installe, tranquillement, confortablement, jusqu'à ce que l'inacceptable devienne banal. Federico Fellini a présenté son film Satyricon pour la première fois aux États-Unis en pleine vague hippie. Dans la salle de projection new-yorkaise, des gens fumaient de la drogue, s'accouplaient entre les rangées de sièges. Fellini a regardé autour de lui et a dit « J'ai compris à ce moment-là que je n'avais pas fait un péplum, un film situé dans le lointain passé romain. J'avais fait un film de science-fiction. Ce n'était pas le passé que je décrivais. C'était l'avenir. » Son film montrait la vie en société avant que le christianisme impose des limites morales, avant la notion de péché, avant les garde-fous collectifs qui permettent à une civilisation de tenir debout. Il montrait ce qui arrive quand plus rien ne retient ceux qui ont le pouvoir de tout faire. À la fin de l'Empire romain, quand Néron, quand Caligula, quand une succession d'empereurs de plus en plus déconnectés de toute norme humaine ont régné, la société a basculé dans ce que l'histoire appelle le bas empire. Et puis Rome est tombée. Ce n'est pas une métaphore. C'est un précédent historique documenté, étudié, analysé depuis des siècles. Et la question qui reste ouverte, celle qui mérite peut-être qu'on s'y arrête un moment, c'est de savoir à quel point les mécanismes que l'on vient de décrire, la mondialisation du crime, l'impunité des puissants, la banalisation des drogues, l'effacement progressif des limites, ressemblent à ce que Rome a traversé avant de ne plus être Rome. Et ce que chacun d'entre nous, dans sa vie quotidienne, dans ses choix, dans ce qu'il accepte de voir ou de ne pas voir, fait pour ralentir ce mouvement ou pour l'accélérer sans même s'en rendre compte.